Nous sommes en 1942, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et les choses ne se passent pas bien pour les Alliés dans l'océan Atlantique. Les sous-marins allemands traquent sans relâche les cargos en provenance des États-Unis et du Canada. Ces navires transportent de la nourriture, carburant et des armes à destination de la Grande-Bretagne. Si ces navires cessent d'arriver, le pays pourrait lentement mourir de faim. Et c'est exactement ce que l'Allemagne cherche à provoquer. Pendant la bataille de l'Atlantique, les sous-marins allemands, les U-Boots, traquent ces convois à travers l'océan. L'objectif est simple, isoler la Grande-Bretagne et la forcer à quitter la guerre sans jamais l'envahir. L'endroit le plus dangereux pour ces navires est une immense étendue d'océan au milieu de l'Atlantique. Les avions en provenance d'Amérique du Nord ne peuvent pas l'atteindre. Ceux en provenance de Grande-Bretagne non plus. Cela crée une zone sans aucune couverture aérienne. À l'intérieur de cette zone, les convois sont livrés à eux-mêmes, complètement exposés. Les forces allemandes en profitent pleinement. Les Alliés savent qu'ils ont besoin d'une solution rapidement, mais ce dont ils ont besoin est presque impossible. Une base aérienne flottante au milieu de l'océan où des avions pourraient atterrir, se ravitailler en carburant et décoller pour protéger ces convois. Mais ils font face à un problème de taille. L'acier et l'aluminium sont déjà utilisés pour fabriquer des chars, des avions, des navires et des armes. C'est alors qu'une idée peu ordinaire fait son apparition. Elle ne vient pas d'un général militaire, mais d'un inventeur excentrique et extrêmement créatif, Geoffrey Pike. Et cette fois, son idée est peut-être la plus étrange qu'il ait jamais eue. Il propose de construire le porte-avions en glace. À quoi ressemblait ce porte-avions de glace? Et s'il fonctionnait vraiment, pourquoi le projet a-t-il été soudainement abandonné? Voici l'histoire du porte-avions de glace, le projet Habakkuk. Au premier abord, l'idée de construire un navire en glace semble complètement folle. Comment pourrait-on faire flotter un porte-avions entier fait d'eau gelée sur l'océan ouvert en pleine guerre? La glace ordinaire est fragile. Elle se fissure sous la pression, se brise si on la frappe fort et fond trop vite pour tenir en pleine mer. Geoffrey Pike savait que si ce navire de glace devait avoir la moindre chance, il lui fallait quelque chose de plus solide et d'entièrement nouveau. Il mélangeait de l'eau ordinaire avec de la pâte de bois. Il l'a appelée la picrite, d'après son propre nom. L'idée était que la pâte de bois agirait comme de minuscules fibres de renforcement à l'intérieur de la glace, lui donnant de la solidité et ralentissant sa fonte. Et quand Pike l'a testé, les résultats ont été inattendus. La picrite ne se brisait pas comme de la glace normale. Elle se déformait légèrement sous la pression avant de résister, presque comme du béton. Elle fondait aussi bien plus lentement que de la glace ordinaire. Les fibres de bois emprisonnaient le froid à l'intérieur, agissant comme une isolation naturelle. Au début de 1943, lors d'une réunion top secrète au château de Windsor, Pike démontre les performances du matériau devant certains des officiers les plus hauts gradés de l'armée britannique, parmi eux Lord Mountbatten, alors chef des opérations combinées et des hauts responsables militaires américains. Lors de la démonstration, Pike apporte deux grands blocs, l'un de glace pure, l'autre de picrite. Il tire d'abord au pistolet sur le bloc de glace. Il se fracasse immédiatement, puis il tire sur le bloc de picrite. La balle ne traverse pas. Elle ricoche sur la surface et manque de toucher quelqu'un dans la salle. L'histoire est peut-être légèrement exagérée, mais les officiers militaires sont impressionnés. Pike tient peut-être quelque chose. Après ce test, la picrite commence à être prise au sérieux. Les ingénieurs réfléchissent à la manière de l'utiliser pour construire un porte-avions flottant capable de stationner au milieu de l'Atlantique, de résister aux torpilles et de transporter des avions. Le matériau représentait une avancée majeure et il rendait l'idée impossible de construire une base flottante en glace. Il était enfin temps de concevoir le navire. Le gigantesque porte-avions faisait partie de ce qu'on appelait le projet Habakkuk. L'idée était de le construire avec une longueur d'environ 600 mètres et une largeur d'environ 90 mètres. C'est à peu près 2 fois la longueur du Titanic et plus large qu'un terrain de football. À l'intérieur, il y aurait suffisamment de place pour une vraie piste d'atterrissage où les avions pourraient atterrir, décoller et être stockés. 2 millions de tonnes. Le poids était tout aussi extrême. Bien plus lourd que n'importe quel porte-avions normal. Pour résister aux attaques, les parois du navire étaient conçues avec environ 12 mètres d'épaisseur de picrite renforcée, capable de supporter les torpilles, les balles et même certaines bombes.
et les ingénieurs estimaient que les grands trous pourraient être réparés simplement en regelant de la picrite à la place. Le dessus du navire serait une longue piste d'atterrissage plane pour que les avions puissent décoller et atterrir facilement. À l'avant, des équipements de navigation et des canons anti-aériens pour se protéger des avions ennemis. À l'intérieur, les choses se compliquaient encore davantage. Plus profondément, des réservoirs de carburant, des dépôts de munitions et des salles des machines. Le navire était censé transporter environ 150 avions et un équipage pouvant aller jusqu'à 3000 personnes. Ce n'était donc pas seulement un navire, c'était littéralement une ville flottante avec des dortoirs, des cuisines, des salles médicales et des centres de contrôle. Le tout taillé dans la glace. Mais il y avait un problème majeur. Même avec la picrite étant plus solide, une structure aussi massive finirait par fondre sans aide extérieure. Les ingénieurs ont donc trouvé une solution. Ils ont conçu un système de refroidissement complexe qui courait tout au long du navire. Ce système utilisait des tuyaux traversant la picrite. Ces tuyaux seraient alimentés par des moteurs embarqués. Plus ils planifiaient, plus ça commençait à paraître réalisable. Il était temps de tester si la conception fonctionnait vraiment en conditions réelles. Avant même de penser à construire un gigantesque porte-avions de glace, les Alliés devaient prouver que l'idée fonctionnait concrètement. Tester la picrite en laboratoire, c'était une chose. Mais est-ce qu'elle resterait gelée et solide en plein air? C'était là la vraie question. Au début de 1943, l'armée britannique, en collaboration avec des ingénieurs canadiens, construit discrètement un prototype dans un endroit secret. Le lieu choisi est le lac Patricia, un lac tranquille dans les Rocheuses canadiennes, loin des regards ennemis et suffisamment froid pour que la nature les aide à maintenir la glace. Ils optent pour un modèle à l'échelle 1/50e, bien plus petit que le vrai mais suffisant pour tester le concept. En pratique, le prototype fait environ 18 mètres de long, 9 mètres de large et pèse à peu près 1000 tonnes une fois la glace en place. La structure commence par un cadre en bois construit directement sur le lac gelé. Les ouvriers ajoutent des blocs de picrite et les tassent autour de tuyaux de réfrigération qui font circuler en permanence de l'air froid à travers la glace. Le système de refroidissement ne consomme pas beaucoup d'énergie non plus. Il est alimenté par des moteurs d'un cheval-vapeur, la taille d'un petit moteur de voiture. Et étonnamment, cette petite installation suffit à maintenir la glace gelée pendant le printemps et l'été, même quand les températures remontent. C'est un immense succès. Ça prouve que la picrite peut survivre hors d'un laboratoire, qu'elle peut exister dans des conditions réelles et rester stable. Mais le test révèle aussi quelque chose d'important. Même à cette petite échelle, le projet est compliqué. Le prototype nécessite de l'isolation, des tuyaux et une surveillance constante. Ça demande des efforts et de l'énergie pour être maintenu. Et passer d'un modèle de 18 mètres à un navire de plus de 600 mètres en plein océan commençait à ressembler à un défi bien plus grand que ce que quiconque avait d'abord imaginé. Mais au fur et à mesure que la guerre avançait et que d'autres solutions apparaissaient, le rêve d'Habakkuk s'éloignait de plus en plus. Même si les premiers tests de la picrite et le prototype du lac Patricia semblaient prometteurs, les vrais problèmes ont commencé à s'accumuler. Le premier problème, c'était le coût. La glace en elle-même est peut-être bon marché, mais tout le reste ne l'est pas. Pour fabriquer de la picrite, plutôt que de la glace ordinaire, il fallait d'énormes quantités de pâte de bois d'œuvre et d'autres matériaux. À ça s'ajoutait le gigantesque système de réfrigération, les tuyaux, les moteurs et l'isolation supplémentaire, qui alourdissaient considérablement les coûts et la complexité. Les premières estimations chiffraient le coût à quelques millions de livres sterling, mais une fois tous les matériaux supplémentaires et l'acier pris en compte, le prix était 3 fois plus élevé que prévu. Ce qui était censé être un moyen astucieux d'économiser des ressources commençait à s'avérer très coûteux. Puis vint la plus grande surprise qui remettait complètement en cause l'objectif initial du projet. L'une des principales raisons de construire le navire en glace était justement d'économiser l'acier et les autres métaux pour la guerre. Mais au fur et à mesure que les ingénieurs affinaient la conception réelle, ils découvraient qu'ils avaient besoin de beaucoup plus d'acier qu'ils ne le pensaient au départ. Le cadre, les supports internes et les machines nécessitaient tous du métal. En parallèle, la technologie évoluait rapidement. Fin 1943, de nouvelles solutions commençaient à résoudre le problème initial bien plus facilement.
D'abord, les avions s'amélioraient. De nouveaux appareils à long rayon d'action étaient équipés de réservoirs de carburant supplémentaires qui leur permettaient de voler bien plus loin qu'auparavant. Ça voulait dire qu'ils pouvaient enfin couvrir une partie du gouffre médio-atlantique. Ensuite, un nouveau type de navire s'est imposé, le porte-avions d'escorte. Des porte-avions plus petits, moins chers, construits en acier. Ils pouvaient être fabriqués rapidement et déployés en grand nombre pour protéger immédiatement les convois. Ils sont devenus une part importante de la réponse au problème des U-boots. Et troisièmement, quelque chose d'encore plus décisif s'est produit. Les Alliés ont obtenu l'autorisation du Portugal d'utiliser les terrains d'aviation des Açores, un archipel au milieu de l'Atlantique. De là, des avions pouvaient couvrir la zone qui semblait impossible à atteindre, rapidement et à moindre coût, comparé à la construction d'un porte-avions de glace. Avec tous ces changements, le problème initial du gouffre noir était essentiellement résolu. Et une fois le problème disparu, le besoin du projet Habakkuk disparaissait avec lui. Ça ne valait plus le coup, le temps ni les efforts. Fin 1943, après des mois de révision, la décision finale tombe. Le projet Habakkuk est officiellement annulé. Le gigantesque porte-avions de glace ne serait jamais construit. Il ne restait du projet que le petit prototype, posé sur le lac Patricia dans les Rocheuses canadiennes. Sans financement militaire ni utilité, la structure fut simplement abandonnée. Ce qui restait était un bloc de glace avec un cadre en bois. Puis la nature a repris ses droits.